Heureux de vous retrouver, chers internautes, sur Kama Confidentiel pour notre tout premier entretien spécial avec le VRP de la démocratie, un analyste géopolitique. Bonjour. Bonjour Mohamed, j'espère que vous allez bien. Merci encore pour cette invitation. Donc voilà, aujourd'hui, tout d'abord pour me présenter, donc moi je suis le VRP de la démocratie, je communique sur les réseaux via ce pseudo que j'ai choisi pour railler en fait tous les champions de la démocratie et des droits de l'homme qui nous considèrent comme des sauvages, comme des sous-hommes et qui passent leur temps à nous faire la morale avec des valeurs qu'ils écrasent eux-mêmes tous les jours. Et je ne donne donc pas mon nom pour garder un certain anonymat par rapport à mon travail. Donc moi je suis analyste, donc je suis turc, je réside en France, mais ma spécialité ce n'est pas nécessairement la Turquie, ma spécialité c'est les relations nord-sud vue du sud. Donc c'est pourquoi je pense que pour le public africain francophone, je pense que ma voix peut effectivement trouver un écho. Et en fait, je suis resté sur ce pseudo sans donner mon nom. Je vais vous raconter une anecdote. Une fois, j'étais au restaurant avec mes patrons. Et une femme africaine me croise dans le couloir d'un restaurant et me dit non, vous êtes une star, vous êtes une star. Et puis en fait, je regarde mes patrons en riant. Je pensais que c'était tout bonnement un bisutage. Et en fait, elle me dit si, je vous ai vu à la télé sur Afrique Média TV. Et là, mes patrons plaisants, sourient aussi en disant c'est sûrement quelqu'un qui l'a confondu. Et en fait, le lendemain, je suis convoqué par mes patrons, qui avaient vu cette femme africaine la veille au restaurant, et qui tombent sur 2 de mes vidéos qui ont effectivement été relayées par nos amis que je salue au passage d'Afrique Média TV, qui avaient validé et relayé 2 de mes vidéos. L'une d'elles s'appelle Comprendre l'obsession française pour l'Algérie et la Turquie, et la seconde qui s'appelle Tension France-Turquie, miniature des tensions entre le monde multipolaire et le monde unipolaire atlantiste. Évidemment, le contenu ne leur a pas plu, et ils ont quand même été sport. Ils m'ont dit si un de nos clients tombe sur une de tes vidéos, tu le comprends, on sera obligé de te virer. Donc je leur ai dit écoutez, c'est sport, merci de me l'avoir dit, et de toute façon je m'y attendais. Donc c'est la raison pour laquelle je garde un certain anonymat et je garde uniquement ce pseudo pour communiquer sur les réseaux. La Turquie fait partie des pays qui courtisent l'Afrique, souvent en damant le pion sur la France, dans une moindre mesure des États-Unis, et qui pourtant sont des alliés au sein de l'OTAN. Peux-tu nous expliquer ce paradoxe? Oui, merci pour cette question, Mohamed. Vous avez tout à fait raison, c'est vrai que c'est un paradoxe, et les gens ne comprennent pas forcément pourquoi la Turquie est régulièrement sanctionnée par l'Union européenne, notamment la France, et également par les États-Unis, qui sont des alliés sur le papier. Pour vous répondre rapidement, comme vous le savez, les Turcs ne font pas partie de la sphère culturelle occidentale. J'explique en long, en large et en travers les raisons pour lesquelles la Turquie a rejoint l'OTAN en 1952 dans une émission qui s'appelle Turquie, laquais de l'OTAN ou véritable acteur de la multipolarité. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube ainsi que sur la chaîne YouTube de nos amis d'Afrique Média TV, que je salue de nouveau au passage, ainsi que chez nos amis également du Média en 442, un média français qui m'a donné la parole récemment sur ces mêmes questions, et je vous encourage à vous abonner à cette chaîne. J'en profite d'ailleurs pour dire que tous les Africains qui font le raccourci de dire notre ennemi c'est la France, ça ne veut absolument rien dire. Comme le disait le grand écrivain français Céline, les colonies appartiennent à la noblesse des annuaires. Et comme le dit également le frère Kémy Séba, 99,9% des Français n'ont absolument rien tiré du pillage colonial, et encore aujourd'hui ils ne touchent absolument rien, ils n'ont aucun bénéfice à ce que leurs soldats soient présents en Afrique. Le pillage colonial n'a toujours profité qu'à une infime partie de la population, que donc Céline appelle subtilement la noblesse des annuaires. Sachant qu'il y a une concurrence des grandes puissances sur le continent, comment la Turquie développe-t-elle sa présence en Afrique? À cette question, je vais répondre en paraphrasant Malcolm X,
qui disait: quand vous commencez à penser par vous-même, vous leur faites peur et ils s'efforcent de vous interdire tout contact avec l'opinion publique, de peur que si l'opinion publique commence à vous écouter, elle ne veuille plus les écouter eux. En fait, c'est un petit peu la même chose, et c'est ce que veut dire le président Emmanuel Macron quand il parle d'enclaver la Russie et la Turquie. Ce qu'il veut, c'est empêcher les Africains d'avoir accès à des alternatives plus gagnant-gagnant que ce que eux proposent. Et effectivement, donc ce qu'ils souhaitent, c'est par-dessus tout empêcher les Africains de pouvoir traiter avec des fournisseurs commerciaux, avec des partenaires que eux pourront librement choisir. Et donc je fais une digression. Donc l'explication pourquoi la France est l'une des puissances qui arme le plus l'Ukraine, c'est qu'en fait la France, tout simplement, pas tous les Français une nouvelle fois, mais l'appareil d'État français a tout misé sur la rente coloniale du pillage de l'Afrique. Et comme le disait François Mitterrand avant de mourir, sans l'Afrique, il n'y a plus d'histoire de France au XXIe siècle. L'élite française, plus que tout autre, a absolument tout misé sur le pillage colonial, sans jamais imaginer que des pays comme le Mali ou le Niger, qui sont vraiment les greniers de cette élite, un jour finissent par leur échapper. Et le fait qu'aujourd'hui les Africains choisissent librement des fournisseurs commerciaux, donc des partenaires comme la Turquie, comme la Russie ou comme la Chine, effectivement ça les embête au plus haut point. En quoi l'approche de la Turquie en Afrique est-elle différente des puissances coloniales comme la France et l'Angleterre, des puissances hégémoniques comme les États-Unis, la Russie ou bien encore la Chine? Oui, donc oui, très bonne question. C'est vrai que pour revenir et détailler les différentes approches des pays qui aujourd'hui courtisent l'Afrique, les Américains sont un petit peu en retrait, puisqu'ils sont plus concentrés sur le pillage de l'Amérique latine. D'ailleurs, même Elon Musk, à qui Trump vient de donner un ministère, parlait très librement du coup d'État en Bolivie, en disant on fera des coups d'État où on le souhaite, faites avec. Donc il n'est pas du tout l'humaniste que les gens pensent. Donc c'est pour dire qu'ils sont plus concentrés d'une part sur l'Amérique latine et sur le Proche-Orient. Donc on voit bien d'ailleurs tout ce qu'ils font en Palestine depuis plus d'un an à essayer de redessiner les frontières. L'Angleterre et la France, elles, essaient tout le temps d'imposer une approche que je ne vais pas qualifier de néocoloniale, mais toujours complètement asymétrique, c'est-à-dire en fait on prend tout, on vous donne rien. Les Chinois, eux, ont une approche un peu plus gagnant-gagnant, mais néanmoins ce n'est pas à mes yeux en tout cas, quelqu'un pourra m'apporter la contradiction s'il le souhaite et s'il y arrive, c'est que la Chine en fait est un pays qui a déjà atteint sa taille critique en termes d'économie, et elle aussi peut imposer à l'Afrique des deals qui sont complètement asymétriques, c'est-à-dire voilà, on va vous faire des contrats, si vous n'arrivez pas à nous payer, vous allez nous donner la gestion de tel port ou de tel lieu pendant presque un siècle, et c'est comme ça que les Chinois vont s'imposer, alors que la Turquie et la Russie ont encore un ventre mou qui est l'économie, et qui pour se développer ont besoin de commercer. Comme ces deux pays qui souffrent de sanctions de la part des États occidentaux, les pays avec lesquels ils peuvent commercer et qui ont eux aussi besoin d'aller vers des échanges entre guillemets plus naturels, plus gagnant-gagnant et non basé uniquement sur le pillage colonial, effectivement c'est les Africains, d'où effectivement cette connexion qu'essaient d'empêcher les pays européens, dont la France comme on vient de le dire, puisque Emmanuel Macron parlait sans détour d'attaquer la Turquie au porte-monnaie, et plus précisément donc d'enclaver, d'encercler la Russie et la Turquie, le but étant de les empêcher de commercer avec l'Afrique. En fait, l'une des raisons pour lesquelles les Turcs sont généralement mieux accueillis que les grandes puissances hégémoniques en Afrique est tout d'abord,
j'ai envie de dire, culturelle, puisque bon nombre d'Africains sont également musulmans, et même ceux qui ne le sont pas n'ont pas de passif colonial avec l'Afrique. Je m'explique, c'est vrai que la Turquie a également été un empire, mais il y a une différence majeure entre l'approche qu'ont eu les Turcs et celle qu'ont pu avoir les Européens. Aujourd'hui, c'est vrai que l'Espagne et le Portugal ne sont plus des puissances, mais ils ont imposé leur religion et leur langue absolument partout où ils sont passés, de même que les Anglais et les Français, alors que les Turcs, eux, sont partis du principe que chaque pays, chaque peuple devait garder ses spécificités, sa culture, sa langue, ses mœurs. Donc c'est l'une des raisons, donc j'ai envie de dire passionnelles, qui font que la Turquie est effectivement mieux accueillie que les autres puissances. La Russie est également mieux accueillie parce qu'elle n'a pas ce passif colonial. De la même manière, la Chine, alors que anglais, français et dans une moindre mesure les Américains, puisque les Américains c'est un petit peu différent, donc ils sont assez peu concernés par le pillage de l'Afrique, non pas qu'ils n'aient pas envie de vider les poches des Africains, c'est qu'en fait leur terrain de chasse c'est plutôt l'Amérique latine et le Proche-Orient, et c'est vrai qu'ils laissent entre guillemets un petit peu le pillage de l'Afrique plutôt à l'ancienne grande puissance coloniale qu'est la France, puisqu'en fait les Américains c'est un petit peu, vous savez, comme dans la série Les Sopranos. Tony Soprano, il n'a pas besoin de descendre dans la rue pour racketter les commerçants, il laisse entre guillemets faire ça à ses capots, à ses petites mains, et effectivement c'est plutôt l'élite française qui aujourd'hui, j'ai envie de dire, qui a ce rôle de pillage de l'Afrique. Pour compléter ma réponse, en fait, vous savez, quand Maïga au Mali disait nous avons besoin d'amis comme la Turquie, ou quand Assimi Goïta donc, se fait photographier avec un drone turc TB2 sur son bureau, eux non plus ne sont pas philanthropes. Ils envoient également un message, donc un message notamment à l'ancienne grande puissance coloniale du Mali qui est la France, pour dire écoutez, si vous nous traitez mieux, si vous nous traitez comme nous traitent les Turcs, on est prêt à faire du business avec vous. Et Assimi Goïta, qui se fait photographier donc avec le TB2, envoie lui aussi un message à la France en disant écoutez, si vous commencez à revenir avec vos salades de lutte contre le terrorisme qui ne se terminent jamais, alors que vous aviez 5000 soldats positionnés au Mali, ce qui coûtait aux contribuables français 1 million d'euros sans rien lui rapporter, puisque ce pillage et l'argent issu de ce pillage n'était pas redistribué à l'économie réelle, aux poches des Français de tous les jours. Assimi Goïta, donc en montrant ce drone, dit si vous revenez avec votre arnaque de terrorisme qui est créée par vous-même, on sera là et on saura vous accueillir. Oui, une dernière chose sur ce sujet, c'est vrai que la Turquie ne fait pas partie du Conseil de sécurité de l'ONU, mais elle est le premier pays à avoir lancé le slogan « Le monde est plus grand que 5 », faisant référence au droit de veto des 5 membres permanents, qui finissent par geler tous les problèmes du monde selon leurs intérêts propres. Et c'est vrai que la Turquie, accompagnée de la Russie, donc là encore ce n'est pas quelque chose de philanthrope, mais pousse pour une révision, une réforme du Conseil de sécurité pour y accueillir notamment de nouveaux pays, et parmi ceux-ci les pays pressentis sont des pays africains comme le Nigeria ou comme l'Afrique du Sud, qui est la hantise ultime de la France, puisque s'il y a des pays africains au Conseil de sécurité de l'ONU, ils peuvent contrer entre guillemets toutes les manœuvres dolosives que la France essaie d'entreprendre en Afrique. C'est vrai que les Américains, les Anglais, eux, ça ne les gêne pas spécialement, puisqu'ils se disent bon, s'il y a une réforme de l'ONU, c'est pas très grave. Nous, on accueillera des pays qui sont leurs laquais, comme la Corée du Sud ou le Japon, qui viendront en fait être une épine dans le pied de la Chine en Extrême-Orient. Donc les Américains et les Anglais ne sont pas trop gênés par cette possible révision par cette possible réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Le seul pays qui serait extrêmement perdant d'une réforme de l'ONU, ce serait effectivement la France, puisqu'ils doivent aujourd'hui donc tout leur prestige passer à ce membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, puisque plus personne ne croit à l'arnaque de la Déclaration des droits de l'homme, qui est en fait les droits de l'homme uniquement d'une caste bien précise, à laquelle le reste du monde qui n'est pas occidental n'est pas incluse.
avec une approche différente de celle des grandes puissances. Quels sont les objectifs réels de la Turquie avec l'Afrique? Alors, les objectifs de la Turquie dans l'OTAN, une nouvelle fois, c'est vrai que même si les Turcs proposent un deal qui est plus gagnant-gagnant que la Chine, l'Angleterre ou les États-Unis, qui est plus sur le modèle de ce que propose la Russie, ce n'est pas une démarche qui est désintéressée et philanthropique. Naturellement, c'est de pouvoir contourner les sanctions auxquelles elle est confrontée de la part de ses alliés sur le papier, donc l'Union européenne et les États-Unis, donc en trouvant également de nouveaux partenaires commerciaux. Donc elle souffre moins, son économie étant particulièrement friable, elle souffre moins des sanctions de ses alliés sur le papier, et elle crée effectivement une dynamique, je veux dire, vertueuse de collaboration, de convergence des intérêts sud-sud, comme c'était le rêve de Malcolm X, que je cite de nouveau. J'invite les gens à lire la biographie qu'a fait de lui Manning Marable, qui s'appelle Une vie de réinvention, qui se concentre particulièrement sur la dernière année de sa vie, où il a compris en fait que le problème des afro-descendants n'était pas, pour résumer, une couleur contre une autre, une religion contre une autre, ni un continent contre d'autres, mais c'était vraiment une facette des multiples luttes de classe entre le Nord et le Sud, dont aujourd'hui effectivement le panafricanisme est uniquement l'une des facettes et pas la seule des luttes de classe entre le Nord et le Sud. Dans quel pays africain la Turquie est particulièrement active et présente? Donc ça répond déjà en partie à la question. Donc l'un des pays où la Turquie est le plus présente en Afrique, c'est la Libye, qui a permis de maintenir le contact maritime entre la Turquie et ce continent. La Turquie est très présente en Somalie, puisque stratégiquement donc c'est un pays donc sur la corne de l'Afrique qui permet d'avoir accès à la mer Rouge. Et anecdote, la Turquie a loué au Soudan l'île de Souakin pour une durée de 99 ans, ce qui lui permet effectivement d'être stratégiquement présente en mer Rouge. Sinon, les autres pays dans lesquels la Turquie est présente, pour résumer, ce n'est pas vrai pour l'Algérie, qui a déjà un passif lourd avec la France et qui donc très naturellement se rapproche de la Turquie, mais pour les pays d'Afrique noire, si on doit faire un résumé, notamment l'Afrique noire francophone, plus un pays s'émancipe de la tutelle française, plus il va naturellement chercher un allié comme la Turquie. J'ai cité tout à l'heure le ministre Maïga qui avait dit il nous faut des amis comme la Turquie. La Turquie a contribué au Niger à chasser la France, a même contribué à chasser les États-Unis. Donc c'est vrai que c'est également par rapport à un rejet progressif du deal proposé par les acteurs occidentaux que les pays africains se rapprochent progressivement de l'Afrique. Et le Sénégal donc j'ai oublié le nom de l'ancien président, celui qui disait bon les Français étaient bons avec nous, ils nous ont donné des glaces à nos tirailleurs alors que les civils sénégalais n'y avaient pas droit. Bon, j'ai oublié son nom, mais c'est un personnage pas important. Mais le nouveau président Diomaye a été accueilli donc en grande pompe en Turquie récemment, et lui aussi donc le Sénégal également donc enclenche une démarche d'éloignement et d'affranchissement de la tutelle française. Donc c'est effectivement donc également une des raisons pour lesquelles la Turquie est accueillie en Afrique noire, c'est le rejet progressif du deal basé sur la rente coloniale, que la Turquie est entre guillemets bien accueillie en Afrique. Alors la Turquie en fait est présente dans énormément de pays africains, notamment d'Afrique de l'Ouest. Mais en fait elle a réussi entre guillemets à se maintenir en Afrique grâce à un accord maritime qu'elle a créé avec la Libye, puisque en fait pour illustrer ce que disait le président Macron de tenter d'enclaver et d'encercler la Turquie, la France, la Grèce et Israël s'étaient mis d'accord sur un partage de la Méditerranée pour mettre en place le pipeline
Eastmed, qui a fini par être abandonné donc suite aux pressions qui sont allées jusqu'à des pressions militaires de la Turquie, qui était prête effectivement à en découdre avec ces trois pays, qui ont fini par effectivement reculer et ensuite chercher à dealer avec la Turquie, mais pour contrer et mettre à la poubelle cette carte qui s'appelle la carte de Séville, qui a été faite par l'université de Séville, bizarrement, qui est enclavée complètement, donc vous voyez, si vous pouvez la présenter à vos abonnés, qui enclave complètement la Turquie dans ses eaux territoriales et la coupe des eaux internationales. En fait, la Turquie a répondu à un appel de la Libye, qui là aussi en fait été victime d'une tentative de dépecement, pareil, de nouveau de la France et d'Israël, où ils voulaient effectivement donc avoir toute une partie du pays où il y a les hydrocarbures, et en délaissant complètement l'autre partie, donc complètement pauvre, la laisser à elle-même. En fait, le gouvernement légitime de Tripoli a demandé une protection militaire à la Turquie. Donc la Turquie a envoyé des conseillers, même des armes, pour qu'elle puisse se défendre contre le laquais des grandes puissances hégémoniques, le maréchal Haftar, et pour effectivement aller au moins jusqu'à un statu quo qui maintienne l'unité de la Libye. Et le pouvoir central libyen a demandé en contrepartie de cette protection que la Libye a demandé à la Turquie elle a demandé à créer un accord maritime, donc un corridor qui la relie à l'Afrique et qui brise cette tentative d'enclavement de la France, de la Grèce et d'Israël. Donc oui, aujourd'hui, c'est effectivement la Libye a servi de porte d'entrée à ce désenclavement et au maintien de cette connexion maritime avec l'Afrique. Aujourd'hui, le pays où la Turquie est le plus présent, c'est la Somalie, puisqu'indépendamment des projets de construction d'écoles ou d'hôpitaux, de mosquées, de recherche d'hydrocarbures, la Somalie a demandé à ce que ces soldats soient formés par les soldats turcs. Donc il y a des soldats turcs donc physiquement sur le sol somalien. Donc c'est aujourd'hui avec ce pays-là que la Turquie a les rapports qui sont les plus ancrés. Cela ne veut pas dire que ça ne va pas être le cas peut-être un jour au Mali, au Niger ou dans d'autres pays qui sont encore hermétiques ou qui sont encore trop contrôlés par la France pour pouvoir choisir des partenaires, comme c'est le cas par exemple du Gabon, du Togo ou du Bénin, ou encore de la Côte d'Ivoire, qui à mes yeux sera le dernier dominion africain de la France, qui sera à mon avis le dernier pays important à s'émanciper. C'est vrai que le Gabon, Togo, Bénin sont des pays, je dénigre pas, qui sont de moindre importance, qui sont de plus petits pays, mais la Côte d'Ivoire est effectivement un pays qui est encore central dans le maintien de la rente coloniale de l'Afrique, et c'est vrai que la France va s'y accrocher comme la pauvreté au monde. Donc voilà, je pense que la Côte d'Ivoire sera le dernier pays à s'émanciper, mais progressivement je pense qu'elle finira par de toute façon quitter le sol africain définitivement, puisqu'il y a effectivement cet entêtement malheureusement à refuser tout deal gagnant-gagnant et à tout baser sur, malheureusement c'est triste, mais à tout baser sur la rente coloniale. Peut-on dire que l'approche turque est un mélange de soft et hard power? Oui, c'est vrai, c'est très à propos. C'est vrai qu'on peut dire que c'est un habile mélange d'une part de soft power et de hard power, puisque d'une part la Turquie va proposer effectivement soit de rénover ou de construire des hôpitaux, des écoles. Un exemple très concret, c'est la construction de la plus grande mosquée d'Afrique de l'Ouest au Ghana. Ce qui peut là aussi sembler un peu paradoxal, puisque c'est un pays qui est chrétien aux 2 tiers, mais néanmoins c'est là que la Turquie a construit ce qui est aujourd'hui la plus grande mosquée d'Afrique de l'Ouest. Et il y a également donc cette partie de hard power avec les drones, qui sont vraiment devenus le fer de lance de l'industrie militaire turque, qui ont révolutionné, c'est le cas de dire, les méthodes de guerre. En seulement 44 jours, l'Azerbaïdjan, qui avait donc une partie de son territoire, le Haut-Karabakh, qui était occupé illégalement par l'Arménie. Donc, et le comble c'est une anecdote, je fais cette parenthèse, le comble de l'hypocrisie occidentale, c'est que la France
et les États-Unis ont fait voter 4 résolutions dans les années 90 déclarant comme illégale l'occupation de cette portion de terrain de l'Azerbaïdjan par l'Arménie, tout en faisant tout le contraire sur le terrain, donc pour maintenir ce statu quo et en espérant qu'un jour ou l'autre l'Azerbaïdjan serait fatigué et accepterait cet état de fait, donc cette perte de territoire en seulement 44 jours grâce à l'avantage technologique des drones turcs et également, il faut le dire, avec l'approbation de la Russie à qui le tropisme trop occidental du ministre Pachinian ne plaisait pas. Donc l'Azerbaïdjan a récupéré environ 75% 75 à 80% de ce territoire illégalement occupé par l'Arménie. Pour finir sur cette parenthèse, pourquoi la Russie n'a pas laissé l'Azerbaïdjan récupérer 100% de son territoire? En fait, c'est une manière pour la Russie, pour Poutine, de ménager la chèvre et le chou. C'est-à-dire de dire à Aliyev, le président de l'Azerbaïdjan, de dire écoute, ne cherche pas à récupérer plus que ce que je te donne, sinon je pourrais tout reprendre. Et également pour garder un levier de pression sur Pachinian et l'Arménie, pour dire écoutez, si vous continuez de ramener dans mon précaré les Français et les Américains, je pourrais très très bien donc autoriser Aliyev à récupérer les 20 ou 25% qui restent, et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer, puisque la France et les États-Unis pourront tout simplement pas vous protéger. Concernant effectivement ce qu'on appelle le hard power, l'armement, donc plus spécialement les drones, donc la différence, les Russes le font aussi, c'est que quand ils vendent une technologie à un nouveau partenaire commercial, c'est qu'ils font en fait un partage de technologie, c'est-à-dire un partage de savoir-faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les drones turcs qui ont été achetés par de multiples pays africains, donc notamment par le Mali, on peut imaginer que dans 5, 6, 7, 10 ans, les pays africains donc, pourront eux reproduire œufs-mêmes cette technologie. Donc pour donner un exemple, c'est comme si en fait les Américains, les Français, les Anglais donnaient aux Africains des œufs, puisqu'en fait vous êtes tout le temps obligé après de racheter des œufs, alors que d'une certaine manière les Russes et les Turcs vont donner des coqs et des poules, ce qui font que les Africains pourront ensuite les élever eux-mêmes et ensuite avoir donc leurs propres poules, leurs propres coqs et donc leurs propres œufs. Donc c'est effectivement une différence fondamentale dans l'approche qu'offre la Russie, la Turquie, qui est complètement différente des autres pays. Et d'ailleurs, je ne crois pas que la grande sœur Nathalie Yamb ait été accueillie en Turquie, mais elle a été surnommée la Dame de Sochi après être passée en Russie. Par contre, je sais que le frère Kémy Seba, que je n'ai pas la chance de connaître, mais que je salue au passage, il a été accueilli dans des médias turcs. Il a été accueilli dans des médias russes, il a été très très bien accueilli et les gens ont également été sensibles à son discours de dire aujourd'hui l'Afrique est prête à travailler avec de nouveaux acteurs comme la Turquie, mais il ne faut pas que ces nouveaux acteurs voient l'Afrique simplement comme quelqu'un qui cherche à changer, entre guillemets, là aussi je ne dénigre pas, mais comme quelqu'un qui cherche à changer de maître. Oui, en fait la société Baykar qui fabrique ces fameux drones qui sont devenus le fer de lance de l'industrie militaire turque sont la société du gendre du président Erdogan, donc c'est le père du gendre du président qui avait fondé la société et qui aujourd'hui donc a le rayonnement qu'on connaît. C'est vrai qu'on peut imaginer que c'est grâce à la participation du pouvoir central turc que la société a eu les moyens pour se développer, pour développer toutes ces technologies et effectivement pour avoir le rayonnement qu'elle a aujourd'hui. Tu viens de nous parler de la plus grande mosquée construite par la Turquie en Afrique de l'Ouest, plus précisément au Ghana, dont 70% des habitants sont des chrétiens. Peux-tu nous parler aussi des confréries religieuses également particulièrement actives? Oui, alors c'est vrai, on l'a dit, c'est vrai que la Turquie a effectivement une approche religieuse. C'est aussi basé sur la politique elle-même d'Erdogan, qui est un musulman pratiquant. La Turquie est un pays qui compte de multiples confréries religieuses, dont la plupart sont affiliées à l'État. À savoir que les Naqshbandi,
sont à la base une confrérie iranienne qui a fini par se développer en Turquie. Les Süleymanjı donc sont eux reliés à l'État central. Par contre, les Gülenistes, les réseaux Gülen, dont le fondateur est décédé il y a quelques semaines, eux en fait sont une branche qui est donc entièrement contrôlée par la CIA. Donc c'est une organisation qui a été décrétée comme ennemie de la Turquie, et la Turquie a demandé à ses partenaires africains d'assécher, de stopper les fonctionnements de cette confrérie en Afrique. Donc ça a été globalement plutôt bien accueilli, et aujourd'hui en Turquie comme en Afrique, leurs réseaux, leurs financements sont de ce que je sais quasiment complètement asséchés. Que peut-on attendre de la coopération entre la Turquie et l'Afrique? Est-ce qu'on peut attendre des relations entre la Turquie et l'Afrique? Moi je pense qu'elles ont toutes les raisons d'aller en grandissant. Donc on est vraiment sur des collaborations qui sont saines et qui vont à l'encontre, qui permettent à l'Afrique comme à la Turquie ou encore comme à la Russie de créer en fait un business parallèle qui va à l'encontre des dictats du monde unipolaire atlantiste. Donc je pense que d'ailleurs vous et moi on fait partie, on est des maillons du renforcement de ces bonnes relations qui sont effectivement vouées à se développer. Donc moi c'est ce que je souhaite. Après avoir répondu sur l'avenir de la coopération entre la Turquie et l'Afrique, quel est votre mot de la fin? Écoutez Mohamed, s'il n'y a plus de questions, moi je voulais juste vous dire que j'ai été ravi de cet échange. Je vous remercie encore pour cette invitation. On remet ça quand vous voulez, c'était vraiment un plaisir. Si vous me permettez, donc moi je voudrais passer un petit mot avant de vous quitter, de quitter vos auditeurs. Donc tous ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à suivre ma chaîne YouTube, donc le VRP de la démocratie, à suivre également la chaîne de nos amis d'Afrique Media TV, que beaucoup d'entre vous doivent déjà connaître, ainsi que j'en parlais tout à l'heure, la chaîne de mes amis français, le Média en 442, dont les analyses, donc tout le travail va également dans le sens de la multipolarité. Donc j'encourage vraiment tout le monde à les suivre, et je passe également, donc juste avant de vous quitter, 3 appels tout particuliers à des amis dont j'ai fait la connaissance sur Twitter, 2 patriotes ivoiriens que je vous encourage également à suivre. Donc il s'agit de Jean Faury et de Chris Sarr, dont le pseudo est président refondateur. Donc ce sont d'authentiques patriotes africains, donc qui travaillent à l'émancipation de la Côte d'Ivoire, qui, comme je l'ai dit, est un pays central et qui sera à mon avis le dernier dominion de la France-Afrique. Et également donc un ami malien qui tient le compte Twitter Histoire d'Afrique, donc histoire au pluriel, et qui fait un travail de réinformation formidable. Donc je vous invite lui aussi à le suivre. Et pour ceux qui souhaitent me suivre sur Twitter, n'hésitez pas, mes DM sont ouverts. Je réponds à toutes les questions avec plaisir, donc conseils de lecture, compléments. S'il y en a d'autres qui souhaitent m'inviter, comme vous venez de le faire aujourd'hui, donc n'hésitez pas. Je suis ouvert à toute proposition. Merci encore pour tout. Une très bonne journée à tous. Une très bonne journée Mohamed. Prenez soin de vous. À bientôt.